L'exploitation du pétrole et du gaz, la pollution marine, les mauvaises pratiques de la pêche et leurs impacts sur la ressource. Des thèmes qui seront au menu de la Voix du Littoral. À suivre tous les samedis à partir de 11h sur la RSI Radio Sénégal International. La Voix du Littoral. Votre émission offerte par la Banque mondiale et qui donne la parole aux acteurs de la pêche et aux habitants de la côte sénégalaise. Les changements climatiques, l'exploitation du pétrole et du gaz, la pollution marine, les mauvaises pratiques de la pêche et leurs impacts sur la ressource. Des thèmes qui seront au menu de la Voix du Littoral. À suivre tous les samedis à partir de 11h sur la RSI Radio Sénégal International. Merci de rester fidèle au programme de la RSI Radio Sénégal International 92.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Voix du Littoral. La Voix du Littoral, émission offerte par la Banque mondiale et le Fonds nordique de développement qui vise à sensibiliser les acteurs de la pêche sur les problématiques liées à ce secteur. La Voix du Littoral, c'est également une plateforme d'échange sur la dégradation des côtes. Et aujourd'hui, pour ce 17e numéro, La Voix du Littoral s'intéresse au rôle joué par les plans d'aménagement des pêcheries dans la durabilité de la ressource. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Mamadou Goudiaby. Il est le directeur de la pêche. M. Mamadou Goudiaby, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mme Beng, pour l'invitation et merci aussi de cette occasion pour nous entretenir sur un thème très important. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous rester fidèles. Je rappelle que vous pouvez participer dans l'émission en appelant au 33 849 12 45. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons un élément sur l'élaboration du plan d'aménagement des pêcheries. Un plan d'aménagement des pêcheries est un accord entre le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime et les différents acteurs. Parmi eux, le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale du Sénégal, Abdoulaye Samba est membre du CONIPAS. Donc ce plan définit les partenaires qui vont intervenir dans cette pêcherie et le rôle respectif de chacune des parties. Ce plan également annonce en détail les objectifs sur lesquels on est tombé d'accord pour cette pêcherie. Également, le plan stipule les règles et les règlements de gestion qui vont s'appliquer et permettra également de fournir sur la pêcherie d'autres détails intéressants, le rôle de l'autorité d'aménagement. Les plans d'aménagement serviront donc de référence et de source d'information à l'autorité et également aux deux groupes, pêcheurs artisans ou pêcheurs industriels, qui sont donc les groupes d'intérêt. Avec les plans d'aménagement, l'État délègue des pouvoirs aux communautés concernant la gestion des ressources. Chérif Sambou est le chef de la division valorisation de la pêche artisanale. Dans le cas du plan d'aménagement du poulpe, par exemple, il est donné la possibilité au niveau des communautés locales, au niveau des CLPA, de pouvoir prendre des décisions de repos biologique par rapport à la ressource. Quand on constate par exemple qu'il y a de petites espèces, de petits spécimens qui sont apparents dans la pêcherie ou que les poulpes sont en période de gestation pour la ponte. Et ce qui fait qu'à ces périodes, ils ont la prérogative de pouvoir prendre des mesures locales d'aménagement en ce sens où ils peuvent décider d'un repos biologique de la pêcherie poulpe. Et pour le cas de la pêche crevettière, elle concerne plus la crevette profonde. Et pour cela, il y a une commission qui est mise en place par rapport à la gestion de cette pêcherie. Pour réussir un aménagement, l'implication des populations est essentielle, mais aussi il faut des moyens financiers, comme l'explique le chef de la division aménagement des pêches
Mamadou Sey. C'est un processus participatif. Donc, si les acteurs n'adhèrent pas, ça peut être une menace ou un risque pour la mise en œuvre du plan d'aménagement. Un plan d'aménagement, dès lors qu'il est élaboré, approuvé par décret du président de la République, effectivement, il faut passer à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre des plans nécessite quand même un financement. Et parfois, le financement peut faire défaut ou peut ne pas être à la hauteur espérée. Ça peut être un risque. Les plans d'aménagement sont donc un instrument important pour assurer la durabilité des ressources halieutiques. La voix du littoral. Un instrument important pour assurer la durabilité de la ressource. Merci pour ce reportage. Alors, M. Momodou Goudiaby, je rappelle que vous êtes le directeur des pêches maritimes. Monsieur Momodou Goudiaby, nous venons d'écouter ce reportage sur l'élaboration d'un plan d'aménagement de pêcherie. Oui. Avant de parler des plans d'aménagement de pêcherie, on avait des plans de gestion, plusieurs plans de gestion pour essayer de sauvegarder la durabilité même de la ressource halieutique. Et maintenant, on en est au stade plan d'aménagement des pêcheries. C'est quoi un plan d'aménagement des pêcheries? Merci beaucoup, Madame Mariam Beng. Je définirai d'abord deux termes qui sont essentiels que vous avez utilisés tantôt. C'est l'aménagement des pêcheries, mais la gestion également des stocks. Pour ce qui est de l'aménagement des pêcheries, nous disons que c'est un ensemble de mesures prises pour la protection des espèces halieutiques, c'est-à-dire des poissons crustacés ou mollusques en état de reproduction, ou encore des juvéniles. Les juvéniles, c'est les poissons qui n'ont pas encore atteint la maturité sexuelle, donc qui sont en croissance. Donc c'est l'ensemble des mesures de protection, soit des adultes en état de reproduction ou des immatures ou des juvéniles en état de croissance. Mais c'est également un ensemble de mesures pour l'utilisation durable des ressources halieutiques par le biais d'un cadre juridique. C'est là que mes collègues parlaient tantôt, je pense celui qui parlait de décret qui doit être pris par le président de la République. Et quand ce décret est signé, il faudrait donc aller à la mise en œuvre. Donc, le décret est signé, mais on vous dira que c'est un cadre juridique et on vous dira que c'est par le biais aussi des acteurs professionnels du secteur que nous sommes, le privé comme le public, mais c'est également avec les partenaires techniques et financiers, parce qu'il disait tantôt aussi que cela nécessite des moyens logistiques, mais des moyens financiers également importants. Et c'est dans ce cadre-là que nous disons que c'est le tout maintenant, avec un cadre de politique approprié comme la loi, le plan Sénégal émergent, décliné dans le secteur par la lettre de politique sectorielle pêche et aquaculture. Par rapport aussi à la loi 2015-018, à l'article 13 même, qui définit la création même de ces plans d'aménagement. Exact, parfait. Cette loi de 2015, c'est le code de la pêche. Donc lui, vous verrez qu'il est antérieur au plan d'aménagement, mais le plan d'aménagement vient préciser parce qu'il cible une pêcherie bien définie. Alors que dans le code de la pêche, on définit l'aménagement, l'article 13 notamment, l'aménagement en termes généraux. Maintenant, les décrets, ils viendront pour préciser l'application de quel aménagement on va faire. Et c'est la raison pour laquelle, à côté de ce décret de 2015, il y a un décret de 2016 et d'autres décrets également qui portent sur des pêcheries spécifiées. En parlant de plan d'aménagement des pêcheries, donc, quelles sont les espèces ciblées dans ces plans d'aménagement de pêcheries? On nous parle, par exemple, de poulpe. Oui. Également, on nous parle des fois de la sardinelle. De la sardinelle. D'accord. C'est ça.
les espèces ciblées dans les plans d'aménagement, c'est généralement des espèces qui sont identifiées après l'analyse des données statistiques collectées d'année en année. Pour arriver à un plan d'aménagement, il faut des préalables. Et ce sont ces préalables qui portent essentiellement sur les données statistiques de capture des poissons, de manière générale. Quand j'utilise le mot poisson, c'est pour dire les mollusques, les crustacés et les poissons même. Mais c'est également pour faire une évaluation, une collecte régulière des données concernant le nombre d'unités qui pêchent, le nombre d'unités de pêche industrielle, le nombre d'unités de pêche artisanale, mais également les acteurs qui interviennent dans chacune de ces pêcheries-là. Les engins de pêche qu'on utilise également pour pêcher, que ce soit en pêche artisanale comme en pêche industrielle, doivent être inventoriés sur au moins une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a des recherches scientifiques qui ont été déjà faites par rapport à cela? C'est justement ces recherches scientifiques qui ont été faites, qui ont abouti à l'élaboration des 4 plans d'aménagement qui existent aujourd'hui. Donc, à côté de ces collectes de données statistiques par les services compétents, aujourd'hui, nous avons l'Institut de recherche, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, le CROD, qui est un service de l'ISTRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, et qui intervient de manière spécifique dans la recherche halieutique. Et c'est cet institut qui mène des campagnes d'évaluation des stocks. Ils mènent des campagnes d'évaluation des stocks en saison froide, mais également en saison chaude. Quand je dis froide, c'est le premier semestre, et chaude, c'est le deuxième semestre. Et vous verrez que ces données nous permettent alors, dans l'analyse des données collectées par les services étatiques, publics, de voir les niveaux d'exploitation des espèces. Et c'est ainsi qu'on arrive à classer les espèces modérément exploitées, les espèces sous-exploitées, les espèces pleinement exploitées et les espèces surexploitées. Maintenant, nous arrivons à avoir une analyse des résultats de collecte de données statistiques par les statistiques publiques, mais les statistiques de la recherche qui nous ont donné des résultats. Et on a fait cette évaluation et on a identifié par type d'espèce le niveau d'exploitation de chacune. Sur quels critères vous vous êtes basé pour choisir ces espèces? C'est justement sur les résultats de cela. On se dit que les espèces surexploitées, elles sont presque à la lisière de la disparition ou de leur inexistence sur les débarquements de capture. Elles méritent à ce qu'on les sauvegarde. Donc, il faut les sauvegarder. Les espèces qui sont pleinement exploitées également. Ces espèces méritent également qu'on puisse également prendre des plans d'aménagement rapidement pour pouvoir également éviter de passer dans le déclin. Dans le tableau, vous verrez que les résultats que je venais de vous dire, les 4 types de résultats, vous allez voir que les sous-exploités et modérément exploités, ils sont en vert. Mais vous verrez ceux qui sont pleinement exploités, ils sont en jaune. Et ceux qui sont surexploités, ils sont au rouge. Donc, c'est pour éviter cette zone rouge-là que nous disons que ceux qui sont au niveau du vert, du jaune, c'est des espèces prioritaires pour être sélectionnées en plan d'aménagement. Donc, ce n'est pas toutes les espèces qu'on autorise, qu'on doit faire des plans d'aménagement, mais c'est plutôt des espèces qui sont dans un état critique. Et on se dit qu'il faut les sauver avant de passer au déclin, au rouge. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on peut parler des unités d'aménagement de pêcheries. Parce qu'on on parle également des plans d'aménagement. En général, il existe combien de plans d'aménagement au Sénégal?
Au Sénégal, aujourd'hui, il existe le plan d'aménagement de la pêcherie de crevettes profondes, le plan d'aménagement du poulpe, le plan d'aménagement de la crevette côtière, mais également le plan d'aménagement de la volute ou du symbiome, communément appelé YET. Ouais. Donc, c'est très important de savoir les espèces qui sont au niveau de ces plans d'aménagement. Voilà. Mais également, est-ce qu'il y a une collaboration par rapport aux acteurs communautaires qui sont dans ces zones ciblées? Oui. Je disais que tout à l'heure, j'allais même donner la définition de ce que c'est la cogestion, la gestion du moins des ressources. La gestion des ressources, concerne également un ensemble de mesures d'utilisation et de protection des espèces par l'État ou les acteurs, et on dit suivant un modèle libéral ou communautaire. C'est ce qui a fait qu'au départ, avant que nous parlons de plan d'aménagement récemment, dans les années 2000, nous étions dans des plans de gestion. Donc c'est en rapport avec les communautés. Mais dans cette approche de gestion, c'était la gestion suivant l'approche étatique. C'est l'État qui définissait les lois, les cadres juridiques, mais c'est l'État qui venait et qui appliquait. On s'est dit que peut-être cette approche a des limites. Et aussi, on a tenté l'approche communautaire qui a évolué pour mettre en place les acteurs professionnels au niveau industriel et au niveau professionnel également, de manière à les regrouper pour aller vers maintenant une cogestion communautaire. Mais on a vu que cette approche communautaire aussi a ses limites. Donc, dans le temps, nous nous sommes dit que la meilleure approche aujourd'hui, c'est l'approche cogestion. Cogestion qui signifie que l'État et les partenaires privés au niveau communautaire ou au niveau national doivent ensemble co-gérer la ressource pour sa durabilité. Justement, en parlant de la durabilité de la ressource, on sait quand on parle de plan d'aménagement des pêcheries dans une localité, on devrait savoir quel est le stock, le pourcentage de stock, le quota qui est là-bas, et par rapport au parc piroguier également qui devrait y intervenir, et dans combien de temps. Est-ce que, en parlant même de cette gestion, tout cela a été déjà identifié? Oui, je vous parlais tout à l'heure pour vous dire que les préalables des plans d'aménagement, il faudrait au moins des enquêtes sur une dizaine d'années. Et dans ces enquêtes de collecte de données, je vous disais, non seulement on s'intéresse aux captures des poissons, mais on s'intéresse également à la flotte de pêche industrielle, mais on s'intéresse également au parc piroguier. On s'intéresse même aux acteurs qui interviennent dans cette pêcherie. Et aux engins également. Aux engins de pêche également. Vous verrez que c'est beaucoup de données statistiques qu'on relève pendant une dizaine d'années au moins et qui vont nous permettre d'aller vers une analyse pour dire au moins chaque pirogue ou chaque bateau dans cette pêcherie précise a débarqué chaque année pendant au moins 10 ans cette quantité-là. Nous disons alors c'est des captures historiques. Et ce sont ces captures historiques qui nous permettent de dire tel pirogue ou tel bateau, dans la dizaine d'années, a une moyenne de capture de temps. On lui dit alors, on définit ce qu'on appelle le quota individuel de chaque acteur qui intervient ou de chaque pirogue qui pêche ou de chaque bateau. De ce quota individuel, on est parti du quota global qu'on appelle le TAC. C'est le taux admissible de capture. Le taux admissible de capture n'est rien d'autre que le total du quota que l'État, au regard des résultats de la recherche des campagnes d'évaluation dont je vous parlais,
l'État prend la décision pour dire aux professionnels qui interviennent dans cette pêcherie, vous avez un quota de temps. Et je vous disais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'organisation des professionnels qui interviennent dans cette pêcherie. Eux, ils se réunissent et ils se disent, voilà le quota que l'État nous a donné. Maintenant, nous devons nous le répartir en taux individuel de capture. Nous étions partis du taux admissible de capture pour l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la pêcherie, de crevettes profondes, de poulpes ou ainsi de suite, comme je parlais tout à l'heure. Maintenant, il nous appartient à nous, membres de cette pêcherie, de nous organiser pour avoir le quota individuel suivant la moyenne historique qu'on a définie pour chaque pirogue. Suivant la moyenne historique qu'on a définie pour chaque pirogue, mais dans cette exploitation, quelles sont ses limites? Ces limites, aujourd'hui, disons, c'est quoi? C'est quand quelqu'un va jusqu'à perdre son unité de production, sa pirogue, donc son quota est là. Son quota est là, mais comment il faut le faire? Il faut l'exploiter. Mais c'est les acteurs de pouvoir se réunir et se dire que si parmi nous, quelqu'un a fini son quota, il doit arrêter de pêcher. Maintenant, comme nous avons un de nos membres qui, lui, son quota, pour des raisons logistiques, n'a pas pu consommer son quota individuel pour l'année en cours, décidons comment il pourra mettre cela, vendre cela à quelqu'un d'autre parmi les membres. Et si eux, ils ne le font pas, l'État récupère le quota. L'État leur dit, comme c'est un quota qui est là et qui n'est pas utilisé, et vous n'êtes pas intéressé par ce quota, nous le retirons du total admissible de capture qu'on vous avait attribué. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission La Voix du Littoral et que vous pouvez appeler sur le 33 849 12 45 pour participer en direct dans l'émission. Donc, M. Mamadou Goudiaby, en parlant même de ces quotas, ce qui veut dire que si on n'est pas capable de respecter les règles ou bien le règlement qui a été défini dans ces pêcheries, on est obligé de retirer le quota. Oui. Mais d'abord, on laisse le soin. Parce que dans ce plan d'aménagement, l'État signe après ce qu'on appelle une concession de rétrocession de la pêcherie pour la gestion aux professionnels, aux acteurs professionnels. Mais l'État les observe suivant un cadre, le cadre de concession. On vous a concédé la pêcherie et en compensation, vous devrez aussi faire des actions au niveau public, au niveau du trésor public, je veux dire les finances. Ok. Vous nous avez parlé de 4 plans d'aménagement qui existent au Sénégal, mais est-ce que tous ces plans d'aménagement sont en cours d'application? Oui. J'ai dit que le plan d'aménagement de la crevette profonde, c'est lui déjà qui est en cours d'application. Aujourd'hui, c'est un plan qui nous a permis au moins de mieux apprécier les bienfaits ou les avantages et les inconvénients, comme vous disiez, les limites de ce que c'est un plan d'aménagement au Sénégal. Quand il s'agit des autres plans d'aménagement, il y a des difficultés d'ordre technique, mais d'ordre également financier, qui font que leur mise en œuvre encore n'est pas effective. Aujourd'hui, on est plus dans la gestion de ces pêcheries, à l'image des petits pélagiques comme les sardinelles, la sardinelle ronde. La sardinelle ronde ou la sardinelle plate. Ou encore l'éthmalose, je veux dire le kobo. Et c'est ça qui fait que nous travaillons plus au niveau local, où ces pêcheries sont beaucoup plus courantes au débarquement avec les communautés locales. Donc c'est ça. D'accord. Donc nous allons tout de suite s'ouvrir un micro-trottoir sur l'importance du plan d'aménagement. Nous allons l'écouter.
Ça permet de réguler l'accès à la ressource. Ça nous permet aussi d'avoir des données, une certaine maîtrise sur le stock disponible et la capacité de prélèvement. Avec ces plans d'aménagement, on sait la quantité disponible et la quantité qu'on doit prélever. Et puis, ça facilite la mise en œuvre des mesures de gestion. Quand je parle de mesures de gestion, par exemple, quand on parle de plan d'aménagement poulpe, ça nous permet de définir les périodes de repos biologique. Ça nous permet aussi de faire l'immersion des pots à poulpe, ce qui facilite la période de ponte de ces espèces ciblées. Il y a un impact vraiment positif et je crois que l'État doit encourager, aller vers plus de plans d'aménagement pour assurer une gestion durable de la ressource halieutique. Je prendrai l'exemple par exemple de Yen, où récemment dans le cadre d'une activité avec un programme, ils ont eu à témoigner une chose, que vraiment avec ce plan d'aménagement et un peu les directives du plan en termes de repos biologique, en termes d'immersion de pots à poulpe, ça a favorisé une chose. Il y avait des pêcheurs qui partaient souvent en campagne vers la Gambie, etc. Ils ne revenaient que pour certains événements dans leur famille. Mais aujourd'hui, grâce à cette activité, ils ont pu remarquer une chose. Le poulpe qui se pêchait à quelques périodes de l'année, juste maximum 2, 3, 4 mois, aujourd'hui, il est pêché tout au long de l'année dans la zone. Ça a favorisé à ce que ces pêcheurs qui migrent dans d'autres zones sont devenus presque autochtones, ils sont restés, ils sont devenus sédentaires à Yen. Si nous observons toutes les chaînes de valeur en lien avec les petits pélagiques, notamment les sardinelles, on se rend compte qu'un nombre impressionnant de personnes s'activent dans les différentes chaînes de valeur. Depuis les jeunes pêcheurs, les femmes transformatrices, les marieurs, les micro-marieurs, les porteurs, les transporteurs, les chauffeurs. Donc c'est une source d'emploi énorme. Il y a des études en tout cas qui, selon lesquelles peut-être il a été identifié plus de 58 000 personnes qui s'activaient dans les petits pélagiques. Important également pour des raisons économiques, parce que c'est une source de nourriture, et pour les communautés locales, et pour les populations du Sénégal, mais même pour la sous-région. Et c'est aussi important parce que ça cible une espèce dont l'exploitation pose problème. Les sardinelles sont surexploitées. La voix du littoral. Alors, directeur, nous venons d'écouter ce micro-trottoir sur l'importance même du plan d'aménagement dans la durabilité de la ressource halieutique. Juste. On a eu un acteur de la pêche artisanale qui nous parlait même de l'importance de ces aspects positifs par rapport au poulpe. Ouais. Il a évoqué la ponte au niveau même de cette zone de pêcherie. Ouais. Donc, c'est important même. C'est ça. C'est même dans la définition, ce que je vous disais, la définition du plan d'aménagement. Si l'aménagement, c'est l'ensemble des mesures prises pour la protection des juvéniles en état de croissance, c'est en lien avec ce qu'il disait tout à l'heure que la mise en œuvre nous permet aujourd'hui de mieux préciser la période de ponte de ces espèces, de ces poulpes, et de mieux programmer la pose des pots à poulpe, de manière que les adultes, qui sont aussi protégés dans l'aménagement, c'est ça, on protège les petits en croissance ou les adultes en état de reproduction, que ces adultes puissent pondre dans les pots et que ces petits soient conservés, bien protégés dans les pots avant de sortir et aller vers l'extérieur. C'est ça la pertinence. On a donc ici des éléments, des informations qui étayent un peu, qui illustrent un peu l'importance du plan d'aménagement. Ils ont également évoqué l'importance des petits pélagiques par rapport à la chaîne de valeur, par rapport également aux protéines animales que les petits pélagiques jouent dans la sécurité alimentaire également. Donc, ce qui voudrait qu'il y a... Il vient d'évoquer Moussa Meng qui disait qu'il y a 58 000 personnes qui interviennent autour de ces petits pélagiques. Ça montre aussi l'importance de préserver ces espèces. Naturellement, il a parfaitement raison. Et j'ai dit que quelque part, dans les plans d'aménagement, un volet qu'on prend généralement en compte, c'est le marché de destination de ces captures. Jusque-là, on avait l'impression que c'est peut-être quelque part les plans d'aménagement avec la collecte des données que je vous parlais tantôt, mais vous verrez que également, c'est aujourd'hui le marché. Vous verrez que le poulpe, le plan d'aménagement du poulpe, le poulpe, c'est ce qu'on appelle le IRD,
C'est une espèce qui, dans les habitudes alimentaires des Sénégalais, ce n'est pas une espèce qui est consommée. C'est une espèce qui est destinée essentiellement à l'exportation. Contrairement à la sardinelle ou à l'étmalose, qui sont par contre des espèces aussi exportées, mais surtout consommées au niveau local. À l'image du tchof, quand on fait le tchéboudienne au Sénégal, on a besoin de ces aliments, de ces espèces de poissons comme la sardinelle ou l'étmalose, pour pouvoir donner un goût assez élevé au tchéboudienne. Donc c'est dans ce sens que je dis que quelque part, nous disons que dans la collecte des données aussi de consommation intérieure, des marchés intérieurs comme des marchés d'exportation, on regarde pour pouvoir donner le quota à exploiter aux professionnels de la pêche. Et c'est là que c'est important. La décision que l'autorité des pêches va prendre pour dire « je vous donne tel quota ». C'est un quota qui ne doit pas dépasser le niveau que la recherche a identifié comme étant le niveau à respecter, de manière à éviter de basculer dans la zone au rouge, comme je vous dis. Et quelle est l'implication même de ces acteurs de la pêche en tant que tels dans cette gestion même de ces pêcheries? L'implication de ces acteurs dans cette gestion des pêcheries se trouve d'abord depuis le commencement. Depuis le commencement, nous avons ce qu'on a appelé le Conseil national consultatif de pêche maritime. Il est national. Où vous verrez que dans l'élaboration, le processus d'élaboration du plan d'aménagement, les membres du conseil, qui sont constitués des acteurs de l'administration, mais également des acteurs professionnels, ils participent. Ça, c'est au niveau processus d'élaboration du plan d'aménagement. Quand on vient dans la mise en œuvre, je vous dis maintenant, c'est peut-être parfois au niveau national, mais c'est parfois un groupe de professionnels qui sont intéressés par une pêcherie déterminée et on les regroupe de manière à ce qu'eux-mêmes, ils s'identifient, ils se reconnaissent et ils se disent voilà ce que nous devons faire en commun avec l'État pour gérer durablement cette ressource et éviter que cette ressource soit surexploitée. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a une étape pour l'élaboration, une autre pour la mise en œuvre. Juste, parfait. Ok, donc en parlant de cette mise en œuvre, quel est le bilan de mise en œuvre de l'ancienne lettre de la politique sectorielle de la pêche et de l'aquaculture? Okay, merci beaucoup. Aujourd'hui, cette lettre de politique sectorielle, suivant la dernière revue de 2018, en 2019, on n'a pas pu organiser cette revue. Mais vous verrez que les résultats de cette revue annuelle ont permis de constater quand même qu'il y avait des avancées positives en termes de mise en œuvre, parce que en matière de protection ou de conservation des ressources et d'utilisation, nous avons évolué de ce cadre de gestion traditionnel. Nous avons évolué lentement et sûrement vers ce que nous avons appelé l'autre mesure additionnelle, c'est-à-dire qui porte sur l'interdiction de la pêche nocturne. Ça, c'est pour la pêche au petit pélagique, mais surtout la pêche des sardinelles. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Nous devons noter également que les acteurs de la pêche de manière générale et artisanale ont élaboré une plateforme d'adaptation par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. Aujourd'hui, beaucoup de projets et programmes ont été élaborés pour la résilience des acteurs sur les effets néfastes des changements climatiques. C'est des programmes MESA, aujourd'hui au niveau régional, qui aujourd'hui a été,
appropriée ou, disons, mise en œuvre au niveau national par le programme de collecte des données océanographiques avec le CROD et la direction des pêches maritimes. On parle de 4 plans d'aménagement au Sénégal, mais directeur, ne pensez-vous pas que le Sénégal devrait aller vers plus de plans d'aménagement sur beaucoup de pêcheries? Mais est-ce que réellement les moyens sont là? Oui, mais justement, si on tient compte de ce qu'on disait tantôt, nous avons dit que dans cette gestion durable des ressources, il y a 2 phases, grandes phases. La phase d'élaboration de ces plans. Donc le Sénégal, à ce niveau, il peut aller encore dans l'élaboration d'autres plans d'aménagement, c'est nécessaire. Maintenant, dans la mise en œuvre, c'est là que ça va nécessiter des moyens, aussi bien au niveau étatique, mais au niveau communautaire, parce que les communautés ont des obligations également techniques et financières pour la mise en œuvre de ces plans. Et c'est la raison pour laquelle je dis que les moyens, ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont, mais on se dit en fonction de l'évolution, les moyens pourront être trouvés. Et c'est ce que j'ai dit, que ce qui est le plus important, c'est l'élaboration d'abord de ce plan. Une fois qu'on l'a élaboré, les moyens viendront soit de l'État directement, soit des partenaires qui sont intéressés également pour appuyer le Sénégal dans, par exemple, cette atténuation aux effets des changements climatiques. L'ODD 14, des objectifs de développement durable, dont l'ODD 14, c'est au niveau international, c'est au niveau mondial, c'est sur la gestion des océans. Et donc, vous verrez que cette gestion, cet aménagement des pêcheries ou cette gestion des pêcheries que nous menons au Sénégal, elle n'est pas seulement au Sénégal, elle est mondiale. Et c'est la raison pour laquelle il y a des programmes au niveau mondial, au niveau sous-régional, et qui font qu'au niveau national, c'est peut-être parfois facile pour pouvoir trouver les moyens de mettre en œuvre tout ce qu'on a eu élaboré. Et quel est le bilan même de la mise en œuvre de ces plans d'aménagement? Le bilan, je dirais qu'il est positif. Quand nous nous référons aux résultats de la pêcherie de la crevette profonde, nous disons aujourd'hui c'est une pêcherie qui aujourd'hui est un modèle, mais les résultats étant positifs, il nous incite maintenant à aller vers la mise en œuvre des autres pêcheries. Des autres pêcheries comme ceux dont on a déjà élaboré, défini et pris des décrets, mais également vers l'élaboration d'autres espèces qui seraient dans cette zone jaune et qu'il faut éviter qu'elles basculent dans la zone rouge. Voilà, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de la matière à faire, il y a beaucoup de travail à faire, aussi bien au niveau de l'État, mais surtout au niveau des professionnels. Parce que justement, on a constaté que depuis 2009, il y a des plans d'aménagement qui ont été élaborés, mais leur mise en œuvre reste toujours. 2009, c'est les plans de gestion. Oui, les plans de gestion, vous verrez que ce n'est parfois pas au niveau national. C'est au niveau d'une communauté bien déterminée. Je prends par exemple les plans de gestion des petits pélagiques. Vous verrez que peut-être aujourd'hui, même si nous ne parlons pas d'un cadre de plan d'aménagement, vous verrez que entre Dakar et la région de Thiès, je veux dire la Petite Côte, vous verrez il y a une zone centrale où on a interdit au chalutage des bateaux industriels, des navires de pêche industrielle. Par contre, on se dit les acteurs qui pêchent avec la pirogue, la pêche artisanale, eux, ils peuvent pêcher. Mais on leur a dit, attention, vous également, pour des raisons de gestion de cette ressource-là, à partir du mois de mai là, jusqu'au mois de décembre, vous ne devrez pas pêcher la nuit. Donc il y a un arrêté qui interdit pratiquement chaque année l'interdiction de pêche nocturne. Et suivant maintenant la présence de ces sardinelles dans les côtes de ces localités, on se dit la durée peut être de 6 mois
de 7 mois, de 8 mois. Et c'est ça que nous faisons pour le moment. Donc, il n'y a parfois pas de besoin de moyens réellement pour le mettre. C'est une question de volonté et d'engagement des parties impliquées dans la cogestion. En parlant même de cette interdiction de la pêche nocturne, c'est vrai qu'il y a des ateliers qui ont été déjà développés par le projet Dekelgate et également en collaboration avec le ministère de la Pêche et le CLPA. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi des formations, mais on a constaté que jusqu'à présent, l'application même de cela reste, parce que ça doit commencer le mois de juin. Où en êtes-vous également? Exactement. C'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui. D'accord. Donc, à Tcharoy, on avait des problèmes. Oui, on avait des problèmes dans les années passées. Oui. Mais après, les gens... Radio Sénégal International, bonjour. Bonjour, ça va bien, madame? Ça va, vous allez bien? Ah, d'accord. Bienvenue chez Orange. Il est parti. Voilà. Donc, je disais qu'effectivement, quand on fait le bilan de ces mises en œuvre, nous disons que peut-être dans certaines localités, nous avons constaté... Radio Sénégal International, bonjour. Ah, bonjour, madame, ça va bien? Ça va, votre nom et vous appelez d'où? Je m'appelle... Ah, d'accord. Gossas. Il pourra revenir. Monsieur Khoulé qui appelle de Gossas, il va revenir. Oui, Pêche continentale. D'accord. Allez-y, directeur. Donc, je disais que quand on fait le bilan de cette mise en œuvre, nous dirons que c'est à 2 niveaux. Le bilan qui portait sur la mise en œuvre proprement dit de ces mesures de cogestion, de cette interdiction de pêche nocturne, a révélé qu'il y avait des difficultés d'application intercommunautaire. Radio Sénégal International, bonjour. Bonjour, madame. Votre nom et vous appelez d'où? Abdoulaye Djiba, j'appelle de Bagaya. Abdoulaye Djiba de Bagaya. Oui, Bagaya. Oui, Abdoulaye. Voilà, je vous suis depuis un moment. Oui. Et vous parlez aujourd'hui des plans d'aménagement. Oui. Voilà, je sais pas s'il y a des critères pour élire certaines zones en plan d'aménagement. Mais ce qui est de visite ici, c'est qu'aujourd'hui, nous remarquons dans notre zone, je prends presque tout l'arrondissement de Tandouk, la disparition de certains mollusques, des espèces qui existaient avant, mais qu'on n'arrive pas à trouver aujourd'hui. Bon, et si j'ai bonne mémoire, dans tout l'arrondissement, nous avons une seule zone marine protégée. C'est à Mangangoulek, l'aire marine protégée de Mangangoulek. Voilà. Alors là, la reproduction dans notre zone est presque impossible parce que la faune et la flore n'existent pratiquement pas à cause des dégâts du barrage d'Atignan. Donc, ce qui fait que des zones de reproduction pour les poissons, ça pose problème. Alors, ce qui fait que les femmes ironisent souvent en disant qu'on ne mange plus, pas de carpes, mais on ne mange que les enfants de porc. Les enfants des carpes, là, les carpes, je ne sais pas si vous permettez l'expression, des carpettes. Voilà, donc ça suppose une surexploitation, ce qui a posé des problèmes il y a 1 an ou 2 ans avec les pêcheurs dits maliens qui étaient basés à Tiankisil. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce problème, mais il a terminé au tribunal de Ziguinchor. Ok. Enfin, j'aurais souhaité vivement, si possible, hors antenne, avoir les contacts téléphoniques du professeur Wad, qui était passé la dernière fois à votre émission. Oui. D'accord. Allez, je salue vos invités et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Djiba de Bagaya. On vous remercie, directeur. Oui. Il vient de poser des questions par rapport à la disparition de certains mollusques qui sont dans des zones de reproduction pour des poissons aussi. Ok. Merci beaucoup, M. Djiba. Effectivement, au niveau de l'arrondissement de Tandouk, nous avons l'AMP de
Ça, c'est au niveau peut-être de ce côté fluvial du fleuve Casamance. Mais si nous tenons compte de l'autre côté de la façade maritime, nous avons l'AMP de, disons, de Kafountine. Nous disons c'est à Bénin. Et là, nous disons c'est des zones de protection. Des zones de protection. Oui, allez-y. De ces poissons. Il a évoqué s'il y a des zones particulières qu'il faut peut-être faire l'aménagement. Je dis naturellement, c'est pourquoi on a identifié. Au cours de la collecte des données d'information, nous avons identifié que ces zones méritent aujourd'hui qu'on prenne des mesures pour les ériger en aire marine protégée. Mieux, on a dit on les érige en zone de pêche protégée, dans lesquelles aujourd'hui vous avez une zone centrale qui est interdite d'accès, une zone périphérique dont l'accès doit être régulé et une zone externe où l'accès est libre. C'est dire que ces mesures d'aménagement sont applicables partout où le besoin se fera sentir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qui est à Mangangoulac, aujourd'hui ça continue, ça fonctionne. Mais cette aire marine de Mangangoulac a permis quand même la réapparition de certaines espèces. Je prendrai le cas par exemple de ici à Umbour, il y a aussi une zone de pêche protégée à Ngaparou. Et vous verrez que celle-ci a permis au moins de faire apparaître d'autres espèces qui jusque-là étaient déclarées pratiquement rares dans les débarquements de poissons. C'est ce qui a fait que peut-être les espèces juvéniles qu'on a capturées, aujourd'hui on voit même des poissons adultes, taille commerciale, qui vont même sautiller au niveau de cette AMP ou de cette zone de pêche protégée à Ngaparou. C'est la même chose qu'on veut faire un peu partout sur le littoral. C'est la raison pour laquelle l'ODD 14 dont je vous parlais, des Nations Unies, c'est de l'Organisation des objectifs du développement durable, il parlait justement de la conservation. Il disait que maintenant, chaque État doit faire un effort pour aller pour la protection d'au moins 10%. Et maintenant même, ils l'ont dit maintenant, il faut aller à 30% d'aires marines protégées ou zones de pêche protégées d'ici l'année 2030. Voilà. Donc c'est important. C'est très important. Il y a aussi le diagnostic de la mise en œuvre de l'ancienne lettre de la politique sectorielle de la pêche et de l'aquaculture qui avait soulevé plusieurs questions, comme les critères de choix des pêcheurs, les priorités pour la sélection de pêcheries. Radio Sénégal International, bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez d'où, votre nom? Je vous appelle depuis le département de Foundiougne, arrondissement du Nord, village de Banandar. Oui. Votre nom? Village de Banandar, je m'appelle Ibrahima Fall. Ibrahima Fall. Oui, Ibrahima Fall, oui, allez-y. Je salue à tous les auditeurs de cette radio. Si. Moi, le directeur général. Oui. Moi, je voudrais savoir les poissons appelés poika. Se produit dans la mer ou bien en haute mer ou bien... Ibrahima, vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Les poissons appelés poika. Les poissons appelés poika. Appelés poika, oui. 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 Se produit en haute mer ou bien en bras de mer ou bien où se produit et même dans quel côté se produit plus de poissons ici au Sénégal? C'est quoi les poika? Poika, nous on achète ici poika. Poika vraiment c'est une poisson très marchande ici dans notre côté. Ah. Oui. Ok. Djilor. Oui, arrondissement Djilor, oui, village de Banandar. Ok. Merci. Merci beaucoup. Donc, directeur. Oui, merci beaucoup, M. Fall, et vraiment à Djilor.
je dis que quelque part, c'est l'ensemble. OK. Les plans d'aménagement ne sont pas restrictifs. Aujourd'hui, cette espèce dont vous parlez, on pourra mieux l'identifier et on pourra mieux la suivre. Et en procédant à l'évaluation des stocks de cette espèce, vous verrez qu'on arrivera à identifier le niveau de cette exploitation qui va nous conduire à aller vers des plans de gestion ou encore le plan d'aménagement de cette pêcherie-là. À aller vers des plans de gestion ou des plans d'aménagement de ces pêcheries. Monsieur Mamadou Goudiaby, directeur des pêches maritimes, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. La semaine prochaine. La Voix du littoral. Votre émission offerte par la Banque mondiale et qui donne la parole aux acteurs de la pêche et aux habitants de la côte sénégalaise. Les changements climatiques, l'exploitation du pétrole et du gaz, la pollution marine, les mauvaises pratiques de la pêche et leurs impacts sur la ressource. Des thèmes qui seront au menu de la Voix du littoral. À suivre tous les samedis à partir de 11h sur la RSI Radio Sénégal International. Ñu ànd jàppale suñu moole